Bonjour chers étudiants, je suis ravie de vous retrouver sur cette plateforme. J'espère que tout le monde se porte bien, que vous êtes au mieux de votre forme et que vous avez pris toutes les dispositions pour pouvoir suivre le cours que nous allons continuer là où nous l'avons laissé. Mais avant tout, nous allons procéder à une petite révision des éléments que nous avons vus il y a quelques mois de cela. Et ensuite, nous allons repartir au niveau où nous nous sommes quittés pour la dernière fois. À l'entame de ce cours, nous avons vu les différentes structures de marché qui existaient. Donc, les différentes formes de marché qu'on rencontrait dans la vie courante ou qu'on ne peut rencontrer dans la vie courante parce que ce sont des formulations idéologiques économiques. Et ces formes de marché-là partaient de la concurrence pure et parfaite à la forme de monopole. Il y avait différentes structures de marché intermédiaires qui se situent entre la concurrence pure et parfaite et le marché de monopole. Et ces différentes structures-là sont définies en fonction du nombre d'offreurs et de demandeurs qu'il y a sur le marché. Plus il y a de demandeurs d'offres sur le marché, plus nous nous rapprochons d'une structure de marché de concurrence parfaite, moins il y a d'offres, plus nous sommes proches d'une structure de monopole. Et ces structures intermédiaires-là, pour la plupart, étaient regroupées ou sont regroupées dans un terme qui les définit comme des concurrences monopolistiques, donc un peu de concurrence, un peu de monopole, puisqu'ils sont à cheval des deux structures de marché les plus extrêmes qui existent. Concernant le marché de concurrence pure et parfaite, nous avons vu les différentes propriétés essentielles qui permettaient de savoir si nous avons affaire à un marché de concurrence pure et parfaite. Et ces différentes propriétés-là, ce sont des hypothèses au nombre de 5 qui sont regroupées en deux catégories. La première porte sur la formation de la concurrence pure et la seconde sur la formation de la concurrence parfaite. Pour les éléments qui concernent la formation de la concurrence pure, nous avons l'atomicité du marché, c'est-à-dire que les acteurs, les offreurs sont en grand nombre, de très petite taille. Nous avons l'homogénéité du produit qui suppose que les produits sur le marché, sur un marché défini, considérés, sont identiques, ont les mêmes caractéristiques, ont la même qualité, les mêmes propriétés, ont la même quantité de travail incorporé. Donc, au moindre détail près, ces produits-là sont identiques, donc l'homogénéité. Ensuite, la troisième caractéristique est la fluidité du marché, donc la libre entrée ou la libre sortie. Une firme peut entrer sur le marché librement et décider librement de quitter le marché sans contrainte aucune. Pour les deux autres conditions, les deux autres hypothèses, nous avons parlé de la transparence du marché, donc l'information qui circule de manière parfaite sur le marché, de sorte à ce que tout le monde soit informé du prix qui est pratiqué sur le marché, des quantités qui sont offertes et des quantités qui sont demandées en même temps et de la même manière. Enfin, il y avait la mobilité des facteurs. Donc, cette hypothèse-là permettait de supposer qu'il était possible de transférer de la force de travail ou du capital d'un marché qui n'était plus productif vers un marché beaucoup plus productif. Ces hypothèses-là nous ont permis de remarquer une caractéristique très importante au niveau des marchés de concurrence pure et parfaite, c'est que les acteurs du marché sont tellement petits, les offreurs et les demandeurs sont tellement petits qu'ils ne peuvent pas influencer le prix. Le prix pour eux est une donnée. C'est une donnée de telle sorte que c'est la confrontation de l'offre et de la demande qui donne le prix. Ils ne peuvent pas non plus influencer cette offre, non plus influencer cette demande parce qu'ils n'ont pas la taille suffisante pour le faire. Et de cette caractéristique-là découlait le fait que ces agents-là étaient dits price takers, donc des preneurs de prix, tout simplement.
contrairement à d'autres structures de marché où ce n'est pas le cas. Concernant la formation de l'équilibre sur le marché de concurrence peu parfaite, nous avons fait une importante distinction entre l'équilibre à court terme et l'équilibre à long terme, puisque dans ces laps de temps, l'équilibre ne se forme pas de la même manière. À court terme, l'équilibre, le marché, toutes les conditions du marché sont respectées, donc l'équilibre se forme naturellement par le jeu du marché, de l'offre et de la demande. Donc il y a la confrontation entre l'offre et la demande. L'offre est supposée égale à la demande, donc équivalente à la demande, et les profits totaux sont la résistante, la différence entre les recettes totales et les coûts totaux. Et à partir de la maximisation de cette fonction de profit, il découle que le prix d'équilibre est équivalent à la recette marginale et donc au coût marginal. Et c'est en ce moment-là que nous obtenons un équilibre de court terme au niveau de la concurrence peu parfaite. La firme parvient à maximiser son profit uniquement que lorsque il n'existe pas de différence entre les recettes totales et les coûts totaux. Et il n'existe pas de différence également entre la recette marginale et les coûts marginaux. Cependant, à long terme, la sortie et l'entrée, la libre sortie et la libre entrée sur le marché vont amener les firmes à courir sur le marché si les profits sont positifs. Donc, si les profits sont positifs, d'aucuns y voient une opportunité de se faire de l'argent, donc il y aura des entrées massives. Mais au fil du temps qu'il y a des entrées, au fur et à mesure qu'une entreprise entre sur le marché, le profit total qui est obtenu sur le marché est partagé entre les entreprises qui sont présentes sur le marché. Donc, lorsque le nombre de firmes présentes sur le marché augmente, le profit, lui, au contraire, s'amenuise au fil du temps. Il s'amenuise au fil du temps jusqu'à un moment donné où il va s'annuler. Et c'est sur cette base-là qu'à long terme, on définit ou on détermine l'équilibre du marché en concurrence pure et parfaite à travers les différents ajustements qui ont lieu. Donc, l'équilibre en concurrence pure et parfaite va se fixer de telle sorte que le prix d'équilibre sera égal à la recette marginale, qui sera égal au coût marginal de long terme, et qui seront tous équivalents au minimum du coût moyen de long terme. En ce qui concerne notre chapitre sur les monopoles, on a vu également les différentes conditions qui nous amenaient à affirmer qu'un marché est un marché de monopole. Donc, les conditions qui définissaient la structure de monopole. Et parmi ces caractéristiques-là, on avait cité plusieurs éléments, dont les caractéristiques économiques, les caractéristiques réglementaires, les caractéristiques historiques, des caractéristiques géographiques, etc. Et l'une des caractéristiques les plus importantes, c'était la caractéristique naturelle, donc le monopole naturel. Nous avons évoqué cet aspect très important du monopole en définissant que dans certains secteurs d'activité tels que les industries de réseau, il n'était plus possible pour n'importe quelle firme de venir s'installer dans le secteur d'activité ou la branche donnée, puisque les coûts d'entrée dans ces domaines-là étaient tellement élevés qu'il était impossible à une entreprise quelconque de mobiliser les fonds nécessaires pour pouvoir s'installer sur le marché. Donc, de manière naturelle,
un- une seule firme venait s'installer dans ce domaine-là et restait la seule firme à exercer dans la branche, de manière naturelle ou de manière réglementaire, puisque les monopoles naturels peuvent être suscités uniquement de manière naturelle ou de manière réglementaire par une réglementation précise, une loi précise qui offre l'opportunité à une seule firme d'exercer dans un secteur d'activité pendant un certain nombre d'années limité sur une branche donnée. Concernant la détermination de l'équilibre en marché de monopole, nous avons distingué plusieurs modalités de formation du prix en monopole, le prix d'équilibre. Ce prix d'équilibre-là, avant de le déterminer, nous avons analysé une propriété intéressante sur le marché de monopole, qui est la propriété qu'a le monopoleur d'influencer à la fois l'offre et le prix. Donc, le monopoleur, non plus, au lieu d'être, comme en concurrence parfaite, price taker, il est price maker. Il est faiseur de prix. C'est lui qui décide du prix qu'il doit pratiquer, qu'il a envie de pratiquer sur le marché afin de mobiliser le plus de profit possible. Dans ce cas-là, on va remarquer que l'équilibre va se déterminer de telle sorte que le prix fixé sera largement plus élevé que la recette marginale ou que le coût marginal de production, que ce soit à long terme ou à court terme. Plus le prix d'équilibre sera différent du coût marginal, plus l'entreprise fera de profit. Mais cette modalité ou cette propriété-là a une incidence assez particulière sur le bien-être des individus, sur le bien-être du producteur lui-même d'une part, ensuite sur le bien-être des consommateurs, une beaucoup plus grande incidence, et sur le bien-être social en particulier. Cette incidence-là se traduisait par l'observation d'une charge morte au niveau du monopole, une perte sèche de bien-être. Et cette perte sèche-là était due au fait que le monopoleur pratiquait un prix excessivement plus élevé que le prix qui aurait dû être pratiqué si nous étions dans une configuration de concurrence pure et parfaite. Donc, à ce niveau, l'équilibre du monopole, on le constate, est inefficace, à la fois pour le consommateur que pour le producteur, donc pour la société tout entière. À long terme, nous avons pu analyser l'équilibre du monopoleur, nous avons déterminé le profit de long terme et constaté que le profit de long terme s'établissait que lorsque le coût marginal de long terme et la recette marginale de long terme s'égalisaient. Et plus il y avait la différence entre le coût marginal et la recette marginale de long terme était avec le prix, plus le monopoleur avait un pouvoir de marché. Et ce pouvoir de marché-là, nous l'avons calculé à partir de l'indice millénaire, qui est défini comme étant la formule du prix moins le coût marginal rapporté au prix. Et si le 10 de Lerner est nul, si nous observons l'indice de Lerner nul, cela veut dire que nous ne sommes plus dans un cas de monopole. Cela signifie que le monopole est très fort et que le prix pratiqué dans ce monopole-là est excessivement élevé. Concernant des cas particuliers de monopole que nous avons vu le cas
de monopole à plusieurs établissements. Le monopole à plusieurs établissements, nous avons vu que dans le monopole à plusieurs établissements, le profit s'établissait de telle sorte que la recette totale, il fallait faire la somme entre la recette totale des deux ou plusieurs établissements qui existaient pour obtenir le profit ou pour obtenir la recette marginale d'équilibre, le coût marginal d'équilibre. C'est à peu près de façon brève les différents éléments que nous avons vus au cours de nos séances précédentes, donc au cours de nos 2 chapitres précédents. Je vous remercie pour votre attention et rendez-vous pour le chapitre prochain, celui de la concurrence monopolistique.